Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au premier épisode 2024. Bonne année à tout le monde. C'est encore le temps de le souhaiter. Aujourd'hui, en fait, avec l'équipe, on se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire pour le début d'année? C'est notre troisième début d'année avec le podcast. Puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait vraiment jamais abordé directement la question de qu'est-ce qu'on fait, nous, l'équipe derrière, l'équipe qui propulse, dans le fond, le podcast, l'équipe de Ox B2B. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de nous, mais on va parler aussi beaucoup de marketing B2B, la nouvelle réalité du marketing B2B. Donc, puis pour faire ça, bien évidemment, ça me prenait une partie de l'équipe. Donc, bienvenue à Véronique. Salut. Véronique qui est chargée de compte chez nous. Bonne année, Véronique. Bienvenue. Fait que c'est toujours un plaisir pour tout le monde de collaborer à l'interne. Fait que Delphine, directrice du contenu chez Ox. Ben oui, c'est moi ça. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé, c'est ça, de vous parler un peu de qui on était, mais surtout on s'est rendu compte qu'on avait quand même plusieurs sujets à aborder là, au niveau du marketing B2B, on va se dire, qui est une branche à part du marketing en général, qui se différencie là, du marketing B2C. Puis pour commencer, dans le fond, dire un peu qu'est-ce qu'on est chez Ox B2B. On est une firme, une agence spécialisée en marketing B2B, mais qui a une spécialisation, une surspécialisation, on dirait, en prospection multicanal aussi, toujours B2B. On va expliquer ça un peu plus tard là, en détail, qu'est-ce que ça veut dire, mais peut-être... Je pense qu'on voulait commencer avec un bref historique, comment on est né dans le fond, de quoi c'est parti tout ça. Bon, ça me concerne un peu davantage, même si Delphine, t'es quand même la plus vieille employée. Déjà 5 ans. Une des plus jeunes en âge, une des plus vieilles en expérience. Do the math. Oui, en équipe. Donc, Ox B2B, c'est né en 2018 officiellement, de façon incorporée, mais j'avais commencé à bâtir une méthodologie pour approcher des prospects avec des cours que j'ai suivis, moi, en 2012, en social selling avec un mentor américain qui s'appelait Lewis Howes, qui fait du tout ça aujourd'hui. Il est toujours sur la sphère publique là, des communications marketing. Et puis, après ça est née une autre entreprise avec d'autres partenaires qui avaient pour mission de former des équipes de vente. C'était surtout dans le domaine de la grande entreprise, des équipes de vente B2B à utiliser ce qu'on appelait le social selling. Donc, c'était l'utilisation principale de LinkedIn pour faire du développement d'affaires, croisé avec d'autres plateformes comme des CRM, dans le fond, pour être capable d'être plus efficace à identifier des prospects et à pouvoir les contacter directement, puis faire son chemin au niveau des ventes. Donc, est né, suite à ça, un autre projet qui m'impliquait seulement moi, qui était de faire du clé en main. Donc, j'ai eu mon premier client à ce niveau-là en fin 2014, début 2015. Client qui est toujours client chez nous. Ça va faire bientôt 9 ans que ce client-là est ici. Donc, une belle PME, la Montérégie. Donc, et puis, on s'est mis à faire... j'ai testé avec eux autres, dans le fond, la méthodologie qu'on s'enseignait avec eux, mais en clé en main, c'est-à-dire que je faisais pour eux ce que j'avais enseigné. Et puis, tranquillement, est née l'espèce de méthodologie autour de laquelle on travaille aujourd'hui. C'est-tu à ce moment-là qu'on t'appelait le LinkedIn Surgeon? Ouais. Mes partenaires, il y avait un de mes partenaires qui m'appelait le chirurgien. Le chirurgien LinkedIn. Très détaillé dans les formations LinkedIn, l'utilisation de LinkedIn. C'est important que ça vive dans le podcast. Effectivement, ouais, c'est des histoires que je me rappelle encore. Mais
après ça, est venu toutes sortes de choses. Au début, on était très, très fort à monter des listes de prospects, puis à identifier, des listes d'entreprises, identifier des listes de preneurs de décisions, puis faire notre chemin, et ensuite pour les contacter. On s'est vite rendu compte, moi j'ai un background aussi en communication marketing d'agence, qu'il manquait de contenu pour être capable d'approcher dans les premières étapes là, électroniquement ces prospects-là, pour qu'on ait une certaine crédibilité, pour pouvoir expliquer l'offre du client. On manquait de vidéos, de présentations PowerPoint, on manquait des fois de landing page pour expliquer vraiment succinctement, là, très rapidement, qu'est-ce que le client ferait. Et puis, on a greffé, la portion contenu que voici. Même au début, quand j'ai commencé pour toi, je faisais que des listes. Ouais. Au final, j'ai été engagée pour ça. Puis je pense que tu avais peut-être ça dans ta tête, que le contenu, c'est important. Puis je me rappelle que j'avais jamais fait de contenu réellement avant. J'étais encore aux études dans le temps, puis en publicité marketing, fait que ça faisait du sens que je me dirigeais vers là. Puis t'es t'as-tu déjà fait de la vidéo? Tu me mettais un peu sur le spot, tranquillement, pas vite, c'est ça. Je suis comme devenue c'est devenu une tâche à temps plein, puis c'est ça, le but au début, c'était vraiment de fournir des leads à un vendeur qui était sur place. Puis après ça, toute l'offre de service s'est déployée, c'est-à-dire qu'après ça, on s'est mis à comprendre que nos clients avaient peut-être besoin d'améliorer. S'il y avait un CRM en place, il était souvent mort, on ne l'utilisait pas. Puis s'il y en avait pas, il fallait idéalement qu'on ne transfère pas nos affaires dans Excel. Donc, on intégrait des CRM SaaS pour eux. Donc, cette portion-là s'est ajoutée aussi. Et puis par la suite, il y a tellement de plateformes. Il y a eu une ère de sur-automatisation aussi de l'envoi des messages, entre autres LinkedIn, pour laquelle on s'est formé. On l'a utilisé. On l'utilise toujours, mais dans une moindre proportion maintenant. Puis, tranquillement, pas vite, avec des clients, j'ai mentionné tantôt qu'on avait un client, notre premier client, ça fait 9 ans qu'on le sert. Il y a d'autres besoins qui se sont présentés, c'est-à-dire que nos clients ont voulu qu'on s'occupe de leur site web, souvent qui était défaillant au niveau de l'évolution de l'information, de qui il était dans la proposition de valeur. Véronique est entrée chez nous, ça fait déjà plus que 3 ans. 3 ans déjà, ouais. Avec une spécialité en rédaction. Donc, elle est venue compléter un gros morceau. Il y a d'autres personnes, évidemment, qui se sont joints à l'équipe. Puis on embauche encore en ce moment. Donc, toute l'offre a évolué jusqu'à devenir, c'est pour ça qu'on dit qu'on est une firme marketing B2B aujourd'hui. Et puis qu'on est multidisciplinaire, donc, mais toujours avec cette spécialité-là que peu de firmes ont au niveau c'est-à-dire au niveau de la prospection B2B du multicanal. Multicanal qui veut dire approche via messagerie privée de réseaux sociaux, courriel et suivi téléphonique. Donc, ceci étant dit, ça, c'est qui on est. Aujourd'hui, une équipe de 8 personnes qui sert une vingtaine de PME au Québec. Donc, on a vu quand même, puis au-delà des années, à travers les années, j'ai compté qu'on était à plus de 90 clients. Donc, on a vu plusieurs univers. On a servi plusieurs industries. On a testé bien des affaires. On a testé beaucoup de choses. On a appris beaucoup. Oui. On s'est formé sur plusieurs services, plusieurs produits. Oui, tout à fait. Ce qui nous amène aujourd'hui à peut-être parler un peu des enjeux qu'on observe dans le marketing, au niveau du marketing, aussi des ventes des PME. Puis là, on parle de B2B, mais de PME surtout, qui est le marché du Québec comme tel. Premièrement, pourquoi on martèle tout le temps B2B? Il y a certains apôtres du marketing qui disent que ça n'existe pas. Il n'y a pas de B2B, il n'y a pas de B2C, il y a juste du marketing. Là. Ou il y a juste du B2C, mais en tout cas, nous, on n'est pas d'accord avec ce statement-là. Là. Il y a vraiment une différence entre vendre surtout des solutions qui sont assez complexes à des acheteurs en entreprise versus des acheteurs particuliers. Donc, il y a vraiment une grande différence parce que il y a un intermédiaire qui est le vendeur qui est maintenant un vendeur consultant, souvent qui connaissent beaucoup leurs produits, leurs services, qui sont capables de l'adapter. Donc, il n'y a pas de one size fits all là possible. Puis, les limites du marketing B2C arrivent
aussi rapidement. Lorsque on le voit, certains de nos clients sont servis par des firmes qui sont spécialisées en B2C. Il y a des choses qui sont un petit peu incongrues dans leur setup marketing. Donc, entre autres, le SEO. C'est sûr que le SEO, il faut s'en occuper. Il faut s'occuper du référencement naturel de son site Internet toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines PME qui œuvrent dans des marchés où ils ont très peu de clients potentiels possibles. Ça fait en sorte que les robots des moteurs de recherche donne pas assez d'informations. S'il y a moins de 100 requêtes par mois pour un mot-clé, on va donner l'exemple de estampage de métal. Si on cherche en français au Québec, il y en a moins que 100 par mois des demandes. Ben, il n'y a pas de données. Donc, on n'est pas capable de calculer c'est quoi les mots-clés performants, des mots-clés pas performants. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Fait que c'est là que nous, on rentre en ligne de compte, je pense. Tu sais, là-dessus aussi, on voit qu'il y a un chiffre de mentalité aussi. Ouais. Je pense que là, quelques années encore, même, je dirais 3 ans, puis même dans la dernière année et demie, on le voit, là, il y a les patrons, les propriétaires d'entreprises B2B, puis on part dans le manufacturier, dans la distribution pour les services professionnels, voyaient le marketing comme une dépense encore là. Très peu le voyaient comme un investissement. En fait, on voulait même pas utiliser le mot marketing avant parce qu'on sentait que c'était tellement creux, avec un langage creux pour eux qui était comme les yeux levés au ciel, puis c'était je dépense pour rien parce que ça me donne rien. Fait tellement qu'on l'offrait, nous, le contenu. Tu sais, avec nos clients, on savait que le contenu était important, mais ça servait à rien un peu de parler à un mur, ou pour eux, ça n'avait pas de valeur. Pour nous, on savait que pour que la solution soit bien comprise, ça prenait au moins des bases, mais ces bases-là, on les incluait dans le mandat, mais on mettait pas l'emphase là-dessus pour les clients. On calculé, mais en fait, on l'incluait dans le mandat. C'est comme si on le donnait. De facto, on l'incluait parce qu'on savait qu'on avait besoin de contenu pour convaincre des nouveaux clients, des clients potentiels de devenir des clients. Puis c'est là qu'on appelait ça la trousse de contenu de vente. On avait comme un petit minimum par mandat qu'on réalisait pour nos clients pour être en mesure de vendre efficacement. Mais de plus en plus, moi, j'ai l'impression que c'est dans les derniers 6 mois, mais c'est sûrement plus longtemps que ça, là, mais c'est très récent. Ben moi, je me promène pas mal, puis Véro aussi, tu l'as senti, toi, tu sais. Je l'ai senti, mais au-delà aussi des changements au niveau de la priorité, marketing versus vente, aussi un changement au niveau du persona, des dirigeants d'entreprise, des acheteurs avec lesquels on est en communication. Donc, on voit la nouvelle génération, si on va dans le cliché, le Gen Z, les milléniaux aussi, sont plus souvent qu'autrement maintenant en position de direction dans les compagnies, même au niveau de la direction générale, mais au niveau des postes d'acheteurs aussi. Donc, l'approche est différente aussi. Ils ont grandi un peu plus dans l'univers numérique, donc il faut les nourrir de ça. Donc, toute la communication, l'angle des communications, le ton, tout ça a changé. Ils sont habitués pour leurs propres besoins de faire affaire avec des plateformes constamment pour acheter leurs billets de spectacle, pour acheter leurs vêtements, pour booker les activités à l'école des enfants et tout ça. Fait que, effectivement, puis on disait, on se parle souvent du back-check, tu peux peut-être en parler. Back-check, effectivement. Je commencerai à dire plutôt qu'en B2B, souvent, on l'associe beaucoup au cold call. Il y a beaucoup de résultats qui peuvent... tu veux dire l'acquisition de nouveaux clients? L'acquisition de nouveaux clients est beaucoup liée au cold call. C'est dans l'imaginaire collectif, le B2B, c'est souvent à quoi on pense en premier, c'est souvent le cold call. Il y a beaucoup de succès qui peuvent survenir de ça aussi, mais... Networking aussi, évidemment, les trade shows et compagnie. Autre que ça. Le back-check numérique, puis là, tu sais, ça va vraiment avec la nouvelle génération, les Gen Z, les milléniaux. On a grandi avec ça, on vient de le dire. Donc, oui, le cold call peut susciter de l'intérêt, mais ensuite de ça, c'est la petite graine que tu plantes dans la tête de l'acheteur potentiel, du dirigeant avec lequel tu communiques. Ensuite de ça, les recherches commencent. Qu'est-ce qui se passe? Le processus d'achat a changé. Le processus d'achat a changé.
Je prends pas nécessairement pour du cash qu'est-ce que tu nous dis. Moi, de mon côté, je suis habituée de faire des recherches pour tous mes achats quotidiens, pour toutes mes activités. Donc, c'est la même chose pour la... Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que cette personne-là va voir le site Internet de la compagnie qui l'a contacté. Il va voir le site Internet. C'est son environnement de réseaux sociaux, puis que c'est pas au goût du jour. C'est pas bien peuplé, c'est pas bien pris en compte et tout. Ça envoie un drôle de message. Ça envoie un drôle de message si ton site web n'est pas optimisé, si l'information n'est pas mise à jour. Ça te laisse un drôle de message aussi si tes pages de réseaux sociaux sont laissées à l'abandon, qu'il n'y a pas d'interaction avec la communauté ou les abonnés, que la dernière publication date de plus de 6 mois. Donc, à balance égale, des fois, c'est quelque chose qui va faire peser justement le poids de la balance vers peut-être un compétiteur ou peut-être la recherche d'un nouveau fournisseur. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération maintenant dans l'univers. Je pense que c'est ça que aussi certains de nos clients réalisent puis qui viennent vers nous, c'est qu'ils réalisent que leurs compétiteurs sont déjà avec un site web super moderne, sont déjà actifs sur les réseaux sociaux. Ça contribue. Oui, exactement. Ouais, puis là, eux, il faut qu'ils pédalent. Ils ont comme un peu de retard. Ou au contraire, ils voient que tous leurs compétiteurs n'ont rien fait, puis ils voient, ça c'est un petit peu plus ceux qui pensent plus loin, puis ils disent, si je suis là, si j'ai le site web, si je suis sur la coche numériquement parlant, ben ça va m'amener plus d'opportunités d'affaires. Pour ce qu'on sent comme shift de ce que je disais de mentalité, c'est que ça c'était vu comme une dépense, c'est de plus en plus vu comme un investissement. De un, parce qu'ils regardent de chaque côté, ils regardent leurs compétiteurs, ils voient que leurs compétiteurs s'équipent. De deux, parce que il y a beaucoup de compagnies en relève aussi en ce moment. Puis, lorsqu'il vient le temps de vendre ces entreprises-là, la façon dont le marketing a été structuré et organisé, puis depuis combien de temps ça fait, a un impact direct sur la valeur de l'action vendue. Directement. Puis c'est un facteur c'est un multiplicateur de l'EBITDA, par exemple. C'est là que ça devient très concret aussi. Puis les chefs d'entreprise se parlent de ça aussi. Fait que je pense que c'est une combinaison de ces facteurs-là. Mais tu sais, pour revenir au back-check, je veux vraiment bien l'expliquer, parce que nous autres, c'est facile, c'est une notion, mais c'est vraiment lorsque on a clairement eu, on le sait, là, on a eu des commentaires, puis c'est rare que les prospects vont se forcer pour le faire, parce que on les contacte, on a eu une conversation avec eux live, ou un échange live par messagerie LinkedIn, un intérêt de dire « OK, on se recontacte, je vais regarder ce que tu m'envoies, on se recontacte la semaine prochaine. » Puis après ça, on s'est fait ghoster. Puis on s'est fait même expliquer pourquoi on s'est fait ghoster, parce qu'on revient, si on n'est pas capable d'avoir la rencontre avec ces personnes-là. On s'est fait dire carrément qu'ils avaient fait leur due diligence en ligne, ils avaient été voir qui notre client était, puis c'était pas concluant pour eux. On le sait, notre client a un site Internet qui n'était pas à jour, qui est en travail dans ce cas-là, mais on en a eu d'autres, on en a eu plusieurs autres, où les réseaux sociaux étaient maltraités, et puis on a dû faire ce commentaire-là. Fait que quand on se rend compte de ces choses-là, puis quand nos clients se rendent compte, puis ils ne s'en rendent pas compte juste par nous, il y a d'autres personnes qui leur disent, ben je pense que c'est ça, ça fait un shift de mentalité. Ça allume une petite lumière. Ouais. L'uniformisation aussi des contenus, parce que même si le site web n'est pas moderne, des fois on essaie de pallier avec ça avec une infographie qui résume plus modernement ou mieux l'offre qui est peut-être pas représentée sur le site web. Mais même ça, des fois, malgré nous, ça fonctionne pas, parce que là, tu as une belle landing page, une belle infographie que tu trouves qui tape à l'œil, qui te charme, mais tu t'en vas quand même faire ton due diligence, ton back-check, tu arrives sur le site web, puis tu n'as même pas l'impression de parler à la même entreprise. C'est ça. Il y a une cohérence entre tout, autant sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on essaie d'ajouter de la valeur, justement, avec nos clients, avec les mandats avec lesquels on travaille. Donc, c'est vraiment de venir ajouter de la cohérence sur tous les canaux. Puis de faire évoluer petit pas par petit pas. Tu sais, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. On doit dire, quand on disait tantôt, on a un client depuis 9 ans, c'est sans interruption. Donc, on s'occupe de l'environnement marketing. On fait le lien entre ses présences chez des clients, ses présences dans des trade shows, ses présences dans des foires commerciales pour rencontrer des nouveaux fournisseurs. On crée du contenu pour l'optimiser sur leur site web, pour le diffuser dans leurs canaux de distribution, que ce soit la newsletter, que ce soit les différents réseaux sociaux qu'on utilise. Puis il y a même, entre autres, TikTok qui est rentré en ligne de compte beaucoup. Puis
tout ça a une importance, tout ça se tient, mais c'est une évolution au fil du temps, parce que ce qui arrive avec les sites Internet que tu parlais tantôt, c'est que souvent, l'ancienne mentalité, je le fais aux 5 ans, mais il bouge plus après. Ouais, mais c'est comme, c'est une photo v'là 5 ans. Fait que quand ça fait 4 ans, vrai, il est outdated dans maudit. Puis c'est plus vrai, parce que ça change à chaque mois, un site Internet au minimum. Faut que tu le fasses vivre. C'est pour ça que des sections comme blog, des sections de contenu, encore une fois, on retape sur le clou du contenu, mais c'est de même que tu fais vivre un site web, parce qu'en créant du contenu aussi constamment, c'est là que tu es capable de voir si, OK, ce que je dis, mon message de ma page d'accueil ou mon message de comment j'explique mes services, ben c'est encore ce que je fais, c'est encore compréhensible, les gens le comprennent, tout ça, fait qu'il y a tout le temps à ajuster le message. Ben normalement, en affaires, de toute façon, de mois en mois, on a des nouveaux clients, des nouvelles réalisations, des nouveaux employés, des nouveaux fournisseurs, partenaires, des nouveaux produits qui sortent, c'est ta des nouvelles vitrine, services. Ton site web, c'est ta vitrine. C'est pour donner un avant-goût de... On est qui? On fait quoi exactement? C'est quoi notre quotidien? C'est comme un réseau social quasiment qu'on devrait voir ça, un site web. Ben, ça autant tu entretiens tes réseaux sociaux, autant que tu devrais entretenir ton site web. Au même que tu fais quelque chose avec une tablette, ça donne poussiéreux. Mais ça, il fallait se battre avant pour l'expliquer. Puis là, on sent vraiment que ça... Il y a vraiment une mentalité qui est en train de changer. Puis il y a des bastions là, très conservateurs, là, puis même ceux-là changent. Là. Même des ateliers d'usinage de métal, tu sais, sans souci. On est ailleurs. Mais juste avec le client qu'on a depuis 9 ans, c'est le meilleur case study parce que juste avec lui, on l'a vécu. Comme business, on est plus du tout qu'est-ce qu'on faisait dans les débuts. J'étais pas là il y a 9 ans, rassurez-vous. Mais quand même depuis le début que je travaille avec eux, on est complètement ailleurs. Puis il faut dire que c'est une entreprise de relève. Puis avant, c'était juste la relève qui poussait un peu ces nouvelles stratégies-là. C'est plus vrai pantoute, là. Non. Non, le senior, le fondateur principal, maintenant, il embarque, puis il voit l'impact que ça fait, puis là, il a le goût de... Il s'implique, non, c'est ça. Ouais. Okay. Tout ça pour dire, ça, c'est les différents enjeux, je pense, la mentalité autour du marketing B2B. Les nouvelles réalités, je dirais un peu. Il y a vraiment de nouvelles réalités. Puis, on peut peut-être parler de... peut-être des types de clients, là, des types de clients. C'est qui nos clients, dans le fond? On parle de PME, B2B qui œuvrent dans différentes industries. Là, on disait manufacturier, distribution, technologie, services professionnels, qui marketent tant au Québec, au Canada qu'à l'international. Il y en a beaucoup qui exportent. La majorité... de nos clients ont un produit qui est très, très niche. Donc, ils ont vraiment des secteurs précis dans lesquels ils peuvent, à qui ils peuvent vendre, dans le fond, des critères très, très précis. Ils ont une valeur aussi pour leur produit qui est quand même assez élevée parce que c'est sûr que c'est plate, là, mais c'est à peu près la même énergie de vendre un produit qui vaut 2000 $ qu'un produit qui vaut 200 000. 2 millions, c'est une autre histoire, mais quand même, au final, ça demande un cycle de vente X, puis ça demande des étapes. Puis c'est du travail, donc la valeur est souvent assez élevée. En B2B, c'est généralement le cas. Évidemment, ça prend une accessibilité de data pour nous, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir accès à des listes d'entreprises qui correspondent aux clients qui veulent aller chercher. Un bon bassin de prospects. Il est de plus en plus facile pour nous autres à faire à ce niveau-là. Il faut aussi être capable de rejoindre des personnes, donc si on veut rejoindre des directeurs de production, des directeurs marketing, des RH, il faut être capable de les identifier. C'est quand même encore assez facile, de plus en plus facile à ce niveau-là. Il y a une question de fit de personnalité aussi, tu sais, je pense faut avoir du fun à travailler, puis eux autres aussi, il faut qu'il y ait du fun à travailler avec nous autres, fait qu'on ne fit pas avec tout le monde, faut se le dire, tu sais, je pense qu'il y a un fit de personnalité là-dedans, puis aussi souvent au niveau des attentes même, je pense qu'il y a des attentes qui sont réalistes. Quand on veut développer des nouveaux marchés, une nouvelle niche, c'est quelque chose qui prend un certain temps. On dit tout le temps, il faut faire tourner la roue. Il y en a qui comprennent déjà ça, mais il y en a qui arrivent avec des attentes ou qui ont besoin d'avoir des attentes qui sont très, très élevées. On ne travaille pas nécessairement dans le gros volume, puis on ne travaille pas en agressivité extrême. On fait attention à la réputation des gens. Fait que ça définit à peu près le type de client avec qui on fait. Je dirais que ça définit le client comme parfait pour nous, dans lequel, c'est quand on a un peu ces
les astres sont alignés quand ce client-là, tous ces critères-là, pour qu'on soit successful à 100%. Ouais. On aime des challenges aussi. Là. C'est pas toujours tout est beau. Il y a différents types, mais c'est sûr qu'avec eux, on les aime de même. Oui, puis les contextes ensuite qui les définissent, tu sais, souvent, on a commencé, c'était presque exclusivement ça, là, nos clients au début, notre première catégorie qui est encore une des catégories importantes, c'est des entreprises où, dans le B2B, c'est encore souvent comme ça, où les dirigeants sont encore ceux qui closent des deals. Donc, on parle de compagnies, souvent dans ce cas-là, de 1 à 5-6 millions. C'est souvent des entreprises qui vendent encore à travers les dirigeants. Ou s'il y a un vendeur, les dirigeants sont encore très impliqués dans le closing. Fait que on a commencé à travailler avec eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont de moins en moins de temps pour faire de la prospection comme telle. Fait que ça créait des cycles. Donc, ils développent. C'est des machines de développement d'affaires. Normalement, c'est des bons vendeurs. Puis après ça, quand les mandats rentrent, les contrats rentrent, ben ils arrêtent de développer. Ils sont dans l'exécution. Fait que là, ça fait ça. Fait que pour garder du stock dans le pipeline, en haut du pipeline tout le temps, ben c'est vraiment le type de clients avec qui on travaille encore aujourd'hui. Mais à ça aussi, se sont greffés des nouveaux types de clients. On en a aussi qui ont des vendeurs. Matures aussi, où on va s'immiscer directement dans l'équipe de vente. Donc, des fois, je prends l'exemple, un client dans le manufacturier qu'on a. Donc, on a un vendeur très senior qui est en place. Puis souvent, à niveau maturité, les compagnies se demandent, bon, est-ce que j'engage un deuxième vendeur? Est-ce que c'est le bon moment? Dans le contexte actuel de l'emploi, ça vient avec des enjeux, des défis. Donc, si on se tourne vers un vendeur qui est plus junior, donc ça demande beaucoup de temps aux dirigeants, puis à l'équipe de vente senior en place pour la formation, pour chapeauter le nouveau vendeur. Donc, des ressources de temps, en argent, la formation. Puis si on se tourne vers un vendeur qui est expérimenté, bien là, ça vient aussi avec un salaire qui vient en conséquence. Donc, c'est tout ça pèse dans la balance. Donc, nous, avec l'exemple que j'ai en tête, le client manufacturier qui est dans le gros volume aussi, qui a un produit qui se vend quand même des contrats qui va tourner autour de 300 000. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez niché, assez pointu, demande pas mal d'expertise pour le vendre. Nous, comment on s'est mis dans tout ça, c'est que je vais utiliser l'anglicisme, on feed le vendeur qui est plus senior, donc on fait tout le travail pré-manché avant, donc construire des listes, approcher les prospects, communiquer avec eux, faire les échanges courriels, les téléphones avec eux, jusqu'à l'appel exploratoire où on peut transférer le lead qui est bien qualifié au vendeur. Donc, on maximise vraiment le temps du vendeur où ils vont en application à closer les deals, à avoir la conversation un petit peu plus technique. Donc, comme ça, comme tu disais, Simon, on s'assure que le haut du pipeline est toujours nourri, qu'on donne toujours des nouvelles conversations qui sont en cours. Puis, c'est ça, on ramène des leads qualifiés au vendeur qui, lui, peut ensuite avoir des conversations plus poussées. Oui, puis dans ce cas-là aussi, on joint les deux bouts, c'est-à-dire qu'on fait ce travail-là, mais on s'occupe aussi maintenant de leur marketing. Donc, on s'occupe de maintenir leur site Internet, de créer du contenu de vente, mais aussi du contenu pour tranquillement les rendre présents et crédibles sur les réseaux sociaux, puis pas trop à la fois. Là, on n'en prend pas 5 en ligne au début pour les nourrir. Puis, tranquillement, tout ça vient contribuer au succès des ventes, parce que c'est, comme tu disais tantôt, on a toujours le focus sur est-ce que ça génère des résultats, cette affaire-là. Parce que c'est ce que nos clients veulent. C'est vrai, ils ont raison de vouloir ça. Exactement. Ils ont bien raison, il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est des vases communicants, donc ça va ensemble, le marketing qui va venir aider à la vente. Donc c'est un peu ça, on essaie d'éduquer les clients justement qui voient cette dépense-là comme plutôt un investissement, surtout quand on s'attaque à différents marchés, donc à l'Ontario, aux États-Unis, donc ça prend quand même une trousse de contenu qui est solide pour bien expliquer l'expertise, les produits, tout ça. Donc, c'est constamment en évolution, cette affaire-là. Constamment en évolution. L'autre type de contexte qu'on a aussi de plus en plus récent, mais quand même, puis quand on dit agence marketing, c'est ça, c'est qu'on a aussi des clients qui sont des directeurs marketing d'entreprises un peu plus grosses, au niveau un petit peu plus mature, mais encore plus volumineuse. Donc, qui cherchent à
une agence qui est capable de faire, d'exécuter certains de leurs besoins. Mais récemment aussi, si on offre un package pour leur enseigner, parce qu'on fait au niveau de on l'a dit, on l'a bâti notre méthodologie là, pour de la prospection multicanale, ça s'enseigne pas dans les écoles là, encore. Donc, les gens qui sont formés en marketing viennent chercher cette formation-là. On en a eu un exemple. Là. Tu peux peut-être nous parler, Delphine, un peu de à quoi ça retourne. Oui, je pense que c'est un peu, on leur donne tout le backbone, tous les outils nécessaires pour que l'équipe marketing soit capable de bien aider son équipe de vente. Mais même aussi rajouter de la valeur dans l'entreprise parce que c'est pas nécessairement des stratégies là, d'acquisition de clients qu'il y avait avant. Fait que là, c'est vraiment de leur apprendre la méthodologie, d'aller chercher, vraiment d'identifier des prospects potentiels et tout ça. Mais il y a aussi un aspect que, justement, en entreprise, les gens en marketing sont souvent responsables du marketing de l'entreprise. L'équipe, c'est souvent une personne. Oui, aussi, c'est ça qu'on parle. Il y en a avec des équipes, des super grandes entreprises, un peu plus grandes, qui ont vraiment une équipe communication, marketing et tout le tralala. Mais là, on parle à une personne qui, ses tâches sont souvent pas mal plus reliées à comment l'entreprise paraît, justement, réseaux sociaux, notoriété. Marketing aussi, à l'interne, des fois, ils ont même le chapeau communication, fait qu'ils s'occupent des communications à l'interne. Ils ont les trade shows, fait que c'est un type de marketing qui est différent aussi qu'une pièce de contenu qui sert à la vente. Puis ça va être aussi un peu de les enseigner un peu la distinction entre ça, comment construire, parler le jargon de tes prospects et pas juste de ton brand book, ta personnalité d'entreprise, puis juste de représenter ça. Fait qu'il y a souvent aussi une espèce de prise de conscience pour eux, pour les aider à vraiment créer les pièces de contenu adéquates pour servir leur équipe de vente. Oui, parce qu'au final, puis on va aussi servir d'autres besoins qu'ils ont, parce qu'évidemment, ces personnes-là ne sont pas compétentes dans tout. T'sais, en marketing aujourd'hui, tu peux être un bon stratège, tu peux avoir de l'aspect rédactionnel, tu peux t'occuper des réseaux sociaux. Peut-être tout ça ensemble. Mais est-ce que tu es capable de bâtir, de créer une infolette toi-même? Est-ce que tu es capable, après ça, de monter tes pubs sur les réseaux sociaux toi-même? Est-ce que tu es capable de modifier ton site Internet toi-même? Es-tu capable de créer une vidéo toi-même? Es-tu capable de créer une landing page? Ça finit plus. Chaque spécialité est un emploi à temps plein en soi. Exactement. Un emploi à temps plein. Fait que c'est là qu'on vient les aider. Puis aussi les aider à optimiser leur plan marketing. C'est-à-dire, on a une expertise, on est capable de leur donner notre opinion par rapport à ça aussi. Fait que ça, c'est un autre contexte aussi qui est de plus en plus présent là, pour. Et comme la réalité B2B est très, très différente de la réalité B2C, je pense que c'est ça, les PME B2B cherchent à être aidés par la bonne expertise à ce niveau-là aussi. Exactement. Ensuite, comment on aide nos clients, dans le fond, on en a parlé à travers qu'est-ce qu'on fait, pas nécessairement, on peut parler de services, là, généralement, on mentionnait puis je mentionnais prospection multicanal B2B, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça inclut, c'est un partenariat qu'on fait avec nos clients. Ça inclut 3 pôles de services. Là. Donc, premièrement, l'élaboration de bonnes listes avec, quand on dit les listes, c'est des listes d'entreprises ciblées. Ensuite, on passe aux preneurs de décision qui impliquent les profils LinkedIn, les adresses courriel professionnelles et, évidemment, les contacts de l'entreprise au niveau du téléphone qu'on est capable de joindre, puis qu'il n'y a aucune restriction légale pour le faire. Et puis, ensuite de ça, il y a le contenu qu'on va utiliser pour approcher dans les premiers steps là, de communication électronique, donc soit capsule vidéo, soit landing page, et puis tout ce qui est gestion de la campagne, c'est-à-dire que comment on communique via LinkedIn pour approcher ces gens-là, gestion des conversations, courriel la même chose, suivi téléphonique, puis booking des rendez-vous aussi, puis tout ce qui est gestion de toute cette base de données-là, puis cette opération-là pour laisser une trace qu'on met dans un CRM aussi pour s'assurer là, que à la fin de l'opération, si on ne poursuit pas avec le client, il peut continuer. On s'implique avec des clients aussi. Pour certains clients, on fait de l'impartition. Hein. Tu t'en as fait, toi, Véro. T'en fais encore. Oui. Donc, tu vas avoir les rencontres exploratoires, c'est toi qui vas les tenir. Tu vas participer à l'élaboration de la soumission. Tu vas même faire des factures des fois. Donc, mais ça dépend aussi de la complexité de la solution, la complexité du produit aussi. Donc, le plus qu'on est capable d'en prendre de notre côté pour bien qualifier le client, pour
redonner le prospect, pas le client plutôt, mais le prospect à notre client pour qu'il puisse closer ou poursuivre avec une discussion plus technique. On est capable de le faire in-house, toujours au nom du client, évidemment. Ouais. C'est une de nos forces. On fait partie de l'équipe du client, donc on communique vraiment en leur nom. Non, effectivement. Puis après ça, il y a tout le volet. On parle depuis tantôt, agence marketing, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, du pur branding, on n'est pas une agence qui est spécialisée en branding, mais peut-être, Delphine, tu peux parler de l'ensemble du reste de tous les autres services. Ouais. De l'offre en marketing, je pense qu'elle, justement, elle est en constante aussi évolution selon les nouvelles réalités de nos clients. Je pense comme on l'a dit dans le passé, on l'offrait avant, puis de plus en plus, on en fait de plus en plus. Mais écoute, c'est vraiment d'aller vraiment faire un audit de tout le contenu existant pour le client. Pour voir qu'est-ce qui existe, mais au-delà de ça, c'est de créer aussi tout ce qui est manquant. Il y a aussi une espèce de différence entre, comme toi, ton pamphlet, ce que tu parles, c'est plus des stratégies outbound qu'on va créer. On va faire de la rédaction, on va faire créer des séquences de messages, de la vidéo, on en fait à l'interne, des landing pages, de l'infographie, du graphisme, des présentations. De travailler la présentation ou le deck, le pitch de vente que le vendeur utilise, qui est souvent super technique puis qui skip des étapes, de les aider là-dedans à vraiment construire ça. Une bonne structure avec des bonnes questions. On a réalisé que ça avait beaucoup de valeur. Mais de plus en plus, on essaye de shifter d'une stratégie outbound à créer une stratégie inbound pour nos clients. Puis là, c'est là qu'une autre couche de contenu un peu s'ajoute. Donc, on fait de la gestion de réseaux sociaux. Surtout, on en fait surtout sur LinkedIn ou surtout en mode marque employeur. C'est là qu'on voit le plus d'impact, mais sinon de garder au moins un rythme constant pour nos clients, de la rédaction de blogs, l'organisation de webinaires aussi pour des stratégies là, de... Oui, ça, on fait le contenu qu'on pense qui crée le plus d'impact. Puis les webinaires, c'est très... c'est concret. C'est de placer le client comme expert dans son industrie, donc ça donne beaucoup de résultats. Puis même au-delà de ça, c'est de faire, comme on l'a dit, le faire vivre, le fameux site web qu'on a soit pas travaillé parce qu'il était déjà bon ou complètement créé pratiquement de A à Z, de le faire évoluer au cours du temps. Donc, en rajoutant ces blogs-là, en rajoutant le faire construire pour un SEO plus fort, pour qu'il obtienne des meilleurs résultats dans les moteurs de recherche, des avis, des campagnes d'avis Google. Tout pour que, éventuellement... Le fameux back-check, là. Que le fameux back-check fasse du sens, puis qu'il pourrait avoir un client qui fasse juste une recherche, trouver et avoir... Parce que oui, ça compte les avis Google pour les entreprises B2B. Oui, c'est Google, c'est la première chose. C'est la première chose que tout le monde regarde, c'est... Puis des bons avis, des avis de vrais clients ou d'employés aussi pour la marque employeur, c'est important, mais on voit beaucoup nos clients là, que quand on commence avec eux, qui ont moins d'une dizaine d'avis, puis ça date, puis c'est pas bon, ou que c'est bon, mais que on sent que c'est les amis, là. Non, donc, ça a une importance quand ceux qui sont contactés en prospection viennent vérifier, c'est-tu valide, cette entreprise-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils sont capables d'envergure pour me servir? Donc, je pense que ça compte. Oui, outre le contenu de vente, en fait, c'est vraiment le contenu visibilité, notoriété maintenant qui va... Le fameux nurturing. Le fameux nurturing, tranquillement de bâtir vraiment une place sur le monde numérique pour nos clients. Je pense que c'est ça aussi qui nous distingue, là, mais on veut toujours faire tout ce qui est possible pour nos clients. Parce que aussi, c'est beau de dire, on le dit tout le temps à nos clients, on a un premier mandat de 6 mois, on contacte une certaine base de données. Après ça, après les avoir contactés pour pouvoir tester leur intérêt une première fois, on peut les recontacter après. C'est pas interdit de le faire, mais on a à cœur de ne pas brûler la réputation aussi. Là, quand ça fait, on voit dans notre feed LinkedIn que la personne nous envoyait 10 messages puis elle nous en envoie un 11e, même si ça fait 6 mois, c'est moins efficace. Là. Si on voit qu'on n'a pas répondu, c'est parce qu'on n'était pas intéressé. Fait qu'automatiquement, ça va être plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette base de données-là qui est très bonne? Qu'est-ce qu'on fait comme action pour à créer de la valeur pour ces prospects-là, puis les intéresser, les garder intéressés, garder nos clients top of mind dans leur esprit pour que s'il y a un besoin,
qui est pertinent certainement pour leurs opérations, ben, qu'ils fassent appel à nos clients à ce moment-là. Puis la création de contenu, c'est toujours une bonne occasion aussi de relancer un prospect. Quelque chose quelque chose qu'on a créé, une vidéo, une infographie, de la valeur ajoutée sur un produit. Donc, ça donne tout le temps la bonne occasion de relancer un prospect. Fait qu'en gros, c'était pas mal ça. Hein? Je pense qu'on voulait présenter, on voulait parler un peu de la réalité, je pense, du marketing, mais à travers nos lunettes, c'est sûr. On peut pas se mettre en dehors de nos souliers. Là. Non, mais je pense j'espère que c'est intéressant. Écoute, parce que du marketing puis de la vente, autant les deux, puis je pense qu'encore une fois, c'est que nous, on aime également le marketing et la vente, mais on en fait, tu sais, matin, midi, soir. Tout notre monde est autour de ça. Le podcast, pourquoi on l'a créé, c'est parce qu'on aime ça en parler, on est passionné de stratégie, tout ça, puis on veut le montrer. Mais c'est quoi qui se cache derrière ça? Ben, c'est réellement qu'on fait ça dans le day-to-day pour nos clients. Puis, Oui, tout à fait. Je pense qu'on voulait faire un état des choses. Oui, parler de qu'est-ce que ça a l'air du marketing B2B à tous les jours dans le day-to-day pour des PME en ce moment au Québec. Et à suivre, on fera sûrement un épisode comme ça qui va être très différent d'ici 1 an ou 2. Là. Les tendances évoluent tellement vite. Ça change, mais on ne va pas se cacher. On voulait se présenter un peu. Quand nous, après 3 ans, évidemment. on s'est rendu compte... on se cachait. On n'est pas juste un podcast. On se cachait derrière la caméra. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci de l'exercice. C'était fun de jaser. Oui, c'était fun. Merci. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.